Qu'est-ce que t'en penses, toi? Les RB? Et la SR20 et tout? C'est de la merde, non? Ah, voilà. Bon bah salut les potos. Aujourd'hui on va parler moteur, mais avant je voulais vous remercier. Non, pas parce que vous aimez les moteurs Nissan, mais parce qu'on est presque 17 000 sur le groupe La Switcherie, parce que le dernier live de La Switcherie sur Twitch, on était encore plus nombreux que la fois d'avant, parce que vos nombreux messages font toujours autant plaisir, et parce qu'à chaque fois qu'on met des nouveautés sur le shop, vous êtes toujours aussi nombreux à les défoncer. D'ailleurs on a mis une nouvelle veste. Le sweat, le hoodie, il est de retour. Il y a pas mal de nouveautés, même en t-shirt. Bref, on a fait du stock. Le lien du shop est dans la description. Et encore une fois, merci les potos, parce que ça fait toujours aussi plaisir de vous croiser avec nos fringues. Et donc aujourd'hui, on va parler moteur, parce qu'en drift, il y a 3 éléments vraiment importants. Le châssis, le moteur et le pilote. Premier élément, le châssis, c'est lui qui fait le comportement de la voiture. Par exemple, un châssis long sera un peu plus facile à mettre en glisse et permettra d'être très fluide. Alors qu'un châssis court sera beaucoup plus vif et permettra par exemple des transitions ultra rapides, mais par contre, il sera un peu plus délicat à maîtriser. Mais ça, on va en parler dans une autre vidéo. Deuxième élément, le moteur, parce que c'est lui qui fournit la puissance au roue arrière et qui permet de drifter. Mais il interagit aussi avec le châssis selon son architecture et sa masse. Si on monte un V8 Atmo en fonte ou un 4 cylindres turbo en alu, ça peut changer, ça va changer radicalement le comportement de la voiture. Et troisième élément, le pilote. Bon, lui, on peut pas y changer grand-chose, c'est la motivation et l'entraînement qui font tout. Après, on peut le forcer à se buter sur Assetto Corsa par exemple, ce qui est une bonne idée. Alors avant de commencer, je précise que cette sélection de 5 moteurs, c'est mon avis perso, c'est ma sélection, plus c'est ma vidéo. Même si je l'ai faite en tenant compte du sondage que j'ai fait sur le groupe La Switcherie et en story sur Instagram. Tiens, bah c'est le moment où je vous dis d'aller vous abonner sur Instagram. Tu vois, c'est là et là. Je vais galérer au montage. Et c'est aussi le moment du thé froid de la Migros en string. Voilà. Bon, j'ai tenu compte de ces sondages, mais pas trop quand même, parce que vous êtes des cinglés. Et il y en a qui ont voté pour des moteurs vraiment pourris. Genre C15 diesel du Seigneur, 1,5 litre DCI Dacia, des moteurs d'Honda Civic, et même CA18 ou SR20. Hein? Ah pardon, oui, c'est vrai que j'abuse. Le 1,5 litre DCI mérite mieux que se retrouver à côté du SR20. C'est bon, j'arrête. Ça va, je rigole. En plus, les moteurs Honda, je rigole, mais j'en ai un. Non, c'est vrai, j'ai vraiment un moteur Honda. Je vous le démarre? Bon, c'est de la merde. Donc cette sélection de 5 moteurs, c'est un peu la mienne et un peu la vôtre. Et je dis pas que c'est une vérité absolue. Et surtout, c'est une sélection de moteurs pour la compétition. C'est-à-dire des moteurs pouvant sortir de grosses puissances de façon fiable, le tout dans un budget à peu près comparable. Pour les sélectionner, j'ai tenu compte de ces critères. La puissance potentielle à un niveau de préparation équivalent. Et le niveau de préparation équivalent, c'est important. On ne peut pas dire qu'un moteur est aussi puissant qu'un autre s'il nécessite une prépa 2 fois plus poussée ou 3 fois plus chère, ou les deux. On va en reparler. Leur fiabilité potentielle, là aussi un niveau de préparation équivalent. Et là aussi, c'est vraiment important. Et leur masse, parce que c'est un critère important, on en a parlé, ça peut vraiment changer le comportement d'une voiture. Il y a aussi le fait qu'il soit plus ou moins utilisé dans les plus grosses compétitions du monde. Parce que je pense que si on retrouve un moteur très souvent dans le top 16 du Formula Drift ou du Drift Master par exemple, c'est qu'il permet à la fois de sortir beaucoup de chevaux de façon fiable et qu'il y a beaucoup de pièces performance disponibles pour le préparer. Je précise quand même que quand on parle de fiabilité à ce niveau de performance, on parle d'à peu près 800 chevaux voire plus. En utilisation drift, on parle d'une fiabilité relative. Avec plus de 800 chevaux et la quasi-totalité de leur vie au rupteur, les moteurs de compétition, ils font au maximum une saison avant d'être ouverts et vérifiés. Et qu'on change les pièces d'usure, comme les coussinets de bielle et la segmentation par exemple. Je dis pas que ça tient jamais plus qu'une saison, hein, mais clairement, en compétition à haut niveau comme au Formula Drift, les moteurs qui tiennent une saison complète, ils sont relativement rares. Et la plupart des teams, ils se déplacent avec des moteurs de rechange sur palette. Alors avant de vous parler des 5 moteurs qui sont à mon avis les plus adaptés en drift en compétition pour des grosses perfs, on va parler des moteurs qui ne sont pas dans cette sélection, parce que je sais que pour certains, quand vous allez voir qu'ils ne sont pas dans la liste, vous allez péter les plombs. Déjà, désolé pour ceux qui adorent ces moteurs, mais pas de CA18 ou de SR20. Alors, je vous entends déjà taper du kiwi sur la table, en hurlant qu'il y en a qui sortent des grosses puissances et qui sont fiables. Par exemple, le SR20 VET de Georgi Chivchiyan. Ah oui, je le dis mal, ça doit être pour ça qu'il se fait surnommer Gotcha.
Ce SR20 qui sort 750 chevaux dans sa S15 jaune, qui gagne des compètes, mais c'est un niveau de préparation largement au-dessus de ce que demanderait un V8 Chevrolet pour la même puissance par exemple. Et c'est aussi le seul SR20 présent dans le haut du classement des plus grosses compètes du monde. Donc j'imagine qu'il demande un niveau de préparation et de maintenance incomparable pour sortir autant de chevaux et rester fiable. Alors après c'est normal, 800 chevaux dans un 4 cylindres, ça fait 200 chevaux par cylindre. Alors que dans un V8, ça ferait que 100 chevaux par cylindre. Ça veut dire que, par exemple, les bielles, elles encaissent 2 fois plus de contraintes, les coussinets de bielle pareil, etc. Bref, tout ça pour dire que ces deux petits moteurs 4 cylindres de 1,8 litre et 2 litres, ils demandent beaucoup trop d'argent pour être assez efficaces et fiables. Sachant que quand on parle de fiabilité, je me répète, mais c'est une fiabilité relative. Rappelez-vous qu'on parle des meilleurs moteurs pour la compétition. Pour sortir de grosses puissances, on a dit environ 800 chevaux. Donc même s'il y a des exceptions, c'est clairement pas des moteurs que je choisirais pour ça, même si quand ça marche, c'est redoutable parce que c'est super léger et réactif. Alors désolé pour ceux qui pensaient m'entendre dire que c'est de la merde, j'adore ces moteurs quand ils marchent. C'est de la merde! Non, désolé, vieux réflexe. J'en ai eu un de SR20, enfin plusieurs du coup, puis j'ai pas fini mon deuil. Mais pour une utilisation en compétition avec beaucoup de chevaux, à mon avis, c'est pas les plus adaptés. Mais c'est quand même des moteurs cool, et on peut en voir quelques-uns au championnat de France avec des prépas sympas, aux alentours des 350-400 chevaux, qui tournent depuis plusieurs années, donc plutôt fiables. On passe à la suite. Alors là, je sens que vous allez péter les plombs, vraiment, mais oui, je suis désolé. Les RB sont pas dans ma liste des meilleurs moteurs de drift. Vous êtes encore là? Bon, pour ceux qui sont pas encore partis, j'explique. Oui, les RB, que ce soit le RB 25, 26, 28, 30, etc., c'est des moteurs qui peuvent être très performants. Par exemple, Dwayne McKeever qui gagne des compètes avec un RB au Driftmaster. Ou Zach Paul en Nouvelle-Zélande qui roule en RB30 de près de 800 chevaux. Mais il y a une raison pour laquelle ces moteurs sont à mon avis pas les plus adaptés. Et la première, c'est que comme pour le SR20, pour obtenir des performances et une fiabilité équivalentes aux autres moteurs, le niveau de préparation et donc l'investissement nécessaire, il est largement supérieur aux autres. En gros, à performance et fiabilité égales, ça coûtera beaucoup plus cher, ça demandera plus de travail et énormément de connaissances. Alors après, c'est carrément ouf comme moteur. Quand ça sort 800 chevaux, le son il est vraiment magique et pour avoir roulé avec un RB26 dans la Skyline, c'est clair que quand ça marche, c'est du bonheur. Mais à budget et préparation égale, par rapport à d'autres moteurs, ça sera très difficile de sortir autant de puissance en restant aussi fiable. Pour vous dire le niveau de préparation nécessaire à ce genre de moteur, je vous ai parlé de Dwayne McKeever qui a un RB dans sa S13. Bah là, il monte carrément un bloc en alu taillé dans la masse. Ça explique pourquoi on voit très peu de RB dans le top 16 des plus grandes compétitions de drift, comme le Formula Drift, où il n'y en a aucun dans le top 16, et le Drift Master, où ils sont extrêmement rares. En résumé, c'est des bons moteurs qui font rêver, mais pour une utilisation drift en compétition pour sortir 800 chevaux ou plus, à budget égal avec d'autres moteurs, bah c'est clairement pas ce que je choisirais. Mais je précise, pour ceux qui ont une Skyline ou une S13 ou une S14, soit PRB, je dis pas que c'est de la merde. Dans une caisse de tous les jours, avec une prépa correcte, ça marche et c'est cool. C'est juste que ces moteurs, ils sont plus vraiment adaptés aux performances qui sont nécessaires en compétition de drift aujourd'hui à très haut niveau, où la plupart des autos, elles tournent à 700, 800 chevaux minimum. Parce que pour qu'ils soient fiables à ce niveau de performance, bah, ils demandent une préparation ultra poussée et très coûteuse. Bon après, il y a toujours ceux qui te soutiendront que le RB, c'est le meilleur moteur du monde et que c'est le plus fiable en te disant que tu es juste mauvais, que tu sais pas le monter et l'entretenir et qu'ils le cassent le lendemain. Mais je vous garde ça pour la vidéo de commentaire noir. Bref, vous avez compris, je pourrais en citer beaucoup comme ça, mais en gros, oui, il y a beaucoup de super bons moteurs qui ne sont pas dans cette sélection. Et pour la plupart, c'est pour les mêmes raisons. On pourrait aussi parler du Ford Barra. C'est un 6 cylindres en ligne 4 litres qui sort 420 chevaux dans sa version turbo d'origine, mais il est quasi inexistant en Europe puisqu'on le trouve principalement en Australie. Donc peu de pièces disponibles, peu d'expérience en termes de préparation. Ça reste quand même un moteur qui me fait rêver. J'espère qu'un jour on pourra en bidouiller un juste pour voir ce que ça donne. Ça a l'air violent quand même. Il y a aussi les rotatifs. Sur les Mazda par exemple, c'est génial, ça fait un bruit magnifique, c'est léger.
c'est pareil. À préparation et budget égal, c'est difficile d'atteindre les mêmes puissances que les moteurs de référence avec la même fiabilité. Alors, je ne dis pas que c'est impossible, encore une fois, mais c'est des préparations qui demandent des budgets énormes et des connaissances au moins aussi énormes pour être au même niveau de fiabilité relative que les autres moteurs. Bon, maintenant qu'on a parlé des moteurs qui ne sont pas dans la liste, on va parler de ceux qu'ils sont. Encore une fois, je précise que c'est ma sélection des 5 moteurs que je mettrai dans une voiture de drift de compétition pour sortir beaucoup de chevaux, en restant un minimum fiable. Et encore une fois, quand je parle de fiabilité, je parle de fiabilité relative, c'est-à-dire si un moteur tient une saison complète, avec les essais, les entraînements, les compètes, c'est déjà pas mal. Et dans l'ordre, on va commencer par celui qui, à mon avis, est la référence. Alors, j'ai pas choisi celui-là parce que c'est mon préféré. D'ailleurs, j'ai beaucoup hésité avec le deuxième, mais je l'ai choisi en me basant sur les critères dont on a parlé au début. Sa puissance potentielle, sa fiabilité, sa masse et le fait qu'il soit plus ou moins utilisé dans les plus grosses compétitions du monde avec succès. Bon, je pense que vous en doutez, hein, mais pour moi, le premier du classement, c'est bien sûr le 2JZ. On peut en sortir beaucoup de chevaux sans trop de difficultés. Il reste assez fiable quand il est bien préparé. Il est quand même un peu lourd avec son bloc en fonte, puisqu'il pèse environ 260 kg sans la boîte de vitesse. Il faudra vérifier les poids, hein. J'ai trouvé ça sur internet, mais bon. Et c'est l'un des moteurs les plus utilisés en drift à haut niveau, qu'on voit tout le temps, et qu'on voit tout le temps dans les top 16 des plus grandes compétitions internationales. James Dean a gagné 3 fois le championnat Formula Drift avec le 2JZ par exemple. C'est un 6 cylindres en ligne qui est d'une conception relativement basique parce que vieille, il a été conçu dans les années 80-90, il est vraiment efficace et robuste. Il fait un son de ouf aussi, mais ça rentre pas dans les critères que j'ai donnés au début. Mais ouais, c'est quand même petit. Mais le RB aussi, tu vois, il a un son de ouf. Mais ça marque pas de points, quoi. Deuxième moteur de la liste, le V8 LS Chevrolet. Alors là aussi, c'est un moteur qui sort beaucoup de chevaux, assez facilement, qui est super fiable. Rappelez-vous, quand on a un moteur de 800 chevaux, bah, si c'est un 4 cylindres, il ramasse 2 fois plus que si c'est un 8 cylindres, parce que l'effort, il est beaucoup moins réparti. C'est un moteur assez léger pour un V8, puisqu'il pèse environ 210 kg pour le LS1 par exemple. Ça doit être à peu près identique pour les autres. Et ouais, le V8 LS, il est plus léger que le 2JZ, puisqu'il est en alu, et le 2JZ, il est en fonte. Et pour finir, il est ultra répandu dans les grandes compétitions de drift. Au Formula Drift, je pense qu'il représente au moins 60%, si c'est pas 70%, des moteurs du paddock. Bon, c'est pas étonnant parce que c'est des moteurs qui sont préparés depuis des décennies. C'est des très anciens moteurs, on les trouve depuis, je sais même pas depuis quand. Je pense qu'ils étaient là avant les Triceratops. Les Célacantes se déplaçaient en V8 LS, il me semble. On trouve des pièces partout, dans tous les sens. Les préparateurs, ils ont beaucoup de recul et les connaissent par cœur. En gros, c'est une des meilleures bases pour sortir beaucoup de chevaux en restant fiable. Et même si ça me fait mal de dire ça, bah, je pense que si j'avais réussi à être vraiment objectif et impartial, il serait pas deuxième, mais premier dans la liste. Au minimum, premier ex aequo. Bon, alors maintenant qu'on a parlé des V8 LS et des 2JZ, autant vous dire que le quatrième critère de sélection, c'est-à-dire la fréquence à laquelle on retrouve un moteur en compétition, bah, il ne va pas devenir inutile, mais presque. Parce qu'en dehors de ces deux moteurs, tous les autres, on les retrouve en compétition, mais en quantité beaucoup plus réduite. En Europe et aux États-Unis. Vous remarquerez que je ne cite pas le Japon, alors pas parce que le niveau est plus bas, pas du tout, forcément, mais parce qu'au Japon, les compétitions, elles sont assez différentes. Et il y a beaucoup de pilotes qui roulent avec des puissances plus basses. Alors qu'au Driftmaster en Europe ou au Formula Drift aux États-Unis, bon, 800 chevaux, c'est presque le minimum. Alors oui, au Japon, on voit plus de RB et de SR par exemple. Pour cette raison, et aussi parce qu'il est logiquement plus facile d'en trouver là-bas, il coûte beaucoup moins cher, et ils savent mieux les préparer, parce qu'ils les connaissent beaucoup mieux, et surtout ils en ont une chier. C'est-à-dire qu'il y a des circuits, tu vas derrière le circuit, il y a des tas de SR20, enfin peut-être plus maintenant. Mais on a tous vu ces images, non? Si, moi une fois j'ai vu, il y avait des tas de SR20 comme ça. Et moi je croyais que c'était l'enfer en fait. Et en fait non, c'est juste à côté d'un circuit. Bref, on passe au troisième moteur, le S54 Turbo. C'est le moteur de la M3E46 passé en turbo. Et c'est sacrément efficace et solide. Pour info, c'est ce qu'il y a Jason dans sa RM.
En gros, c'est un 6 cylindres en ligne de 3,2 litres, comparable au 2JZ dans son architecture et dans la puissance qu'on peut en sortir par rapport à sa fiabilité. L'avantage qu'il a, c'est qu'on en trouve plus facilement en Europe par rapport au 2JZ. Oui, parce que les 2JZ, ça commence à être aussi rare que les riverains de circuits honnêtes et passionnés de sport mécanique. Il est plutôt léger parce qu'il en a lu, bien préparé, ça sort des puissances énormes en restant plutôt fiable. Quatrième moteur, c'est le M50 Turbo. Et ouais, vous allez me demander ce que le moteur de nos bonnes vieilles 325 IE36 fout là. Et ben en gros, c'est un 6 cylindres en ligne avec un bloc en fonte. Alors ça, c'est bien pour la fiabilité, un peu moins pour le poids. En tout cas, d'origine, c'est un moteur Atmo, il est déjà super fiable. Et en plus, c'est un moteur super carré de 2,5 litres comme le 1JZ. On en a déjà parlé, un moteur super carré, c'est un moteur dont l'alésage est plus important que la course. Alors, la taille des pistons hein, voilà, est plus important que la course. Je le fais bien, non? En plus de pouvoir sortir beaucoup de puissance d'une cylindrée assez réduite par rapport à d'autres, ça fait un son de fou et ça monte en régime super vite. Donc avec un turbo, c'est quand même du kiff. Et plus ça va, plus on voit ces moteurs forgés et montés en turbo pour sortir des grosses puissances de l'ordre de 600, 800 chevaux, voire plus. Alors souvent, ils sont stroqués, c'est-à-dire qu'on a augmenté leur cylindrée. Et clairement, il fait partie des moteurs que j'aimerais beaucoup dans une voiture de compétition pour ses similarités avec le 1JZ et sa fiabilité. Pour finir, on en trouve encore assez facilement, alors entre guillemets, hein, parce que par rapport à un 2JZ par exemple, parce qu'en Europe, il s'en est vendu beaucoup. Et on commence à avoir pas mal de recul et d'expérience sur ces moteurs. Par contre, je me sens obligé de vous dire que c'est de la merde et qu'il faut arrêter de les acheter. Et surtout d'arrêter de les vendre le prix d'une voiture complète. Hein, merci. Cinquième moteur, le 1UZ Toyota. C'est un V8 4 litres Atmo qui, une fois passé en turbo ou en compresseur, permet d'atteindre des puissances respectables en restant plutôt fiable. Là, le moment où j'ai dit 1UZ est fiable en même temps, j'ai provoqué une bagarre. Bah ouais, parce que d'un côté, il y a Guigui avec son 1UZ compresseur qui a passé une année 2020 compliqué. Puis de l'autre côté, il y a Axel avec son 1UZ turbo qui nous vend le 1UZ comme le Jésus des moteurs. Bah, vous savez ce qu'on va faire? On va les appeler puis on va leur demander leur avis. Qu'est-ce qu'il veut celui-là encore? Allô? Oui. Ça va Guigui? Ouais, toi? Ouais, ça va, ça va. Et j'ai juste deux, trois petites questions à te poser. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du 1UZ? C'est le meilleur moteur qu'il y ait actuellement. D'accord. En termes de puissance, c'est bien? Oui. Et est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est lourd? Non, ça doit faire le poids d'un SR20 équipé, à peine plus. C'est vrai, t'as raison. Est-ce que c'est kiffant à rouler? Oui. J'ai pas pu beaucoup le rouler, mais c'était kiffant quand il a roulé. Ah, ouais. Et puis en termes de fiabilité? Si tu fais les choses bien, c'est increvable. Oui. Bah là, écoute, avec Hamza, on vient de fermer la deuxième culasse, on remonte les collecteurs, on a serré fortement la culasse. Ah, oui, mais c'est comme la clochette, hein. Faut Ouais, fortement. d'ailleurs appuyer sur la clochette, c'est important. Est-ce que tu as un petit message à passer pour Axel? Ne donne jamais de cours de mécanique. Vas-y. Allez, ciao, hein. Allez, Zoubi. Salut. Maintenant, on va essayer d'appeler Axel. Il y a son numéro. Faut faire gaffe, je vous le montre pas, mais il y a son numéro. Allô? Yo. Écoute, je suis en train de tourner une vidéo et puis j'ai 4 questions à te poser. Je t'enregistre en plus, hein. Oh non. Mais si. Ça pue l'histoire. Que penses-tu du 1UZ? J'ai pas de réponse à ça, parce que je les ai pas encore tous rachetés. Par contre, quand je les aurais tous rachetés, je pourrais dire la vérité. D'accord, donc en fait, on a bien compris. En termes de fiabilité, t'en penses quoi? En fait, ça dépend. Les UZ, il y en a déjà plusieurs générations, parce qu'ils sont sortis en 1989, et il y en a jusqu'à récemment, dans les années 2000. Donc, c'est comme si tu disais, t'as le M50, le M50 Vanos, le M52, tu vois, il y a eu plusieurs évolutions. Ouais, alors quand Qui je parle du ont 1UZ, chacun leur moi je parle toujours, et dans cette vidéo, j'ai toujours parlé des versions les plus anciennes. Parce que par exemple, le M50, j'en ai parlé, mais je parle du M50 de base, pas le M50 Vanos ou le M52 en alu, tu vois. Ouais, bah alors je pense que c'est un bon moteur qui fait partie des moteurs des années 90, parce que en fait, à mon sens, c'est une question d'année. Tu regardes tous les moteurs les plus fiables, que ce soit les 2JZ qui sont réputés, les M50 qui sont réputés, les 1UZ, quand tu regardes, quand tu analyses tout ça, tous ces moteurs-là, eh ben en fait, ils sont tous des années 90.
Ouais. Quand tu écoutes mon 1UZ, le bruit, je suis désolé, mais le bruit de ma caisse, alors il est pas très fort. C'est vrai que les spectateurs l'entendent pas trop. Mais quand tu es dans la bagnole ou quand tu regardes les vidéos embarquées ou quoi, le bruit, on dirait un truc de NASCAR qui prend à la fois qui prend des tours avec le sifflement du turbo et la dump qui crache. C'est vrai que moi, ça me fait penser au championnat de NASCAR Exam. Exam. C'est vraiment un bâtard. Si tu devais choisir 5 moteurs pour faire du drift en compète, ça serait quoi? Ah putain, mais le problème qu'il y a, c'est que je vais donner toutes mes infos là. Il va y avoir des dizaines de milliers. Ah non, c'est vrai qu'il n'y a personne qui regarde tes vidéos. Ouais, déjà. Alors du coup, le 1UZ, Ouais. tout simplement. Oui. Le M50 encore à l'heure d'aujourd'hui. Le M104. Ah, le Mercedes. J'avais pas pensé à lui. Je prendrais le M113. Ok, bon. Parce que le M113 c'est le V8, on prendrait peut-être un LM7 ou tu sais où les NY6 là. S54 c'est débile, t'as vu la culasse de foot. Voilà. Ça suffit à rien. Est-ce que t'as un petit mot pour Guigui? Bah écoute, je le félicite d'avoir réussi à faire quelque chose qui est impossible. C'est-à-dire? Bah je sais pas, il a cassé plusieurs fois un UZ, franchement j'en connais des choses incroyables dans la vie, hein. J'en ai vu, mais des trucs comme ça, jamais vu. Et ben voilà, et ben sur ce, je vais te laisser, puis je te donne rendez-vous pour la bagarre entre Guigui et toi à la première manche du CFD. Voilà pour cette sélection des 5 moteurs qui, pour moi, sont les meilleurs pour le drift en compétition, pour sortir des grosses puissances en restant le plus fiable possible. Encore une fois, c'est ma sélection. Je ne dis pas que c'est une vérité absolue, c'est juste mon avis. Il y en a d'autres qui auraient mérité leur place dans cette sélection, c'est sûr. Donc si vous avez un autre avis, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. C'est toujours cool d'échanger sur ce genre de sujet. Mais n'oubliez pas qu'on parle des meilleurs moteurs pour le drift en compétition, avec beaucoup de puissance, en restant le plus fiable possible, et ça c'est important, un niveau de préparation égal. Donc ne me dites pas, oui, si tu prends un rotatif, que tu mets 50 000 de prépa dedans, et que tu le refais à toutes les sorties, c'est génial en compète, et ça sort plein de chevaux. Oui, c'est fiable, tu le refais à chaque course, c'est fiable. C'est pareil, ne me dites pas, oui, mais si tu sais entretenir un RB, c'est fiable. Non, si c'était vrai, on verrait autant de RB de 800 à 1000 chevaux dans les compétitions de drift que de 2JZ ou de V8 LS, ce qui est très loin d'être le cas. Bon, si c'est pour dire que les RB c'est de la merde, ça sert à rien aussi. C'est de la merde. Désolé. Les SR20 aussi, c'est de la merde. C'est bon, j'arrête. Bon, laissez votre avis en commentaire. J'ai hâte de lire vos avis et surtout de lire les embrouilles pro-Jap contre pro-BM, contre pro-RB, contre anti-2JZ et tout. Pensez à partager la vidéo, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Laissez un petit like si la vidéo vous a plu et passez faire un tour sur le shop. J'ai mis le lien dans la description. Si vous avez Facebook, vous pouvez aussi nous rejoindre sur le groupe La Switcherie pour participer au prochain sondage qui sera quel est le meilleur châssis pour le drift en compétition. Et ce sera le thème d'une prochaine vidéo, évidemment. Allez, salut les potos, hein. Ciao. Si, c'est de la merde quand même.